Comment ça va? Comment allez-vous? Nous voyons, ce visage déjà connu ici sur la chaîne de l'affaire. McCasland, un général à la retraite, lieutenant général de la force aérienne des États-Unis, qui a dirigé la recherche de l'armée de l'air. Un laboratoire qui d'ailleurs travaille avec des armes avancées, la guerre électronique, l'intelligence artificielle, des capteurs spatiaux et surtout avec des matériaux secrets. Allons dans le détail de ce qui se passe dans le monde, mais cette fois avec un cas qui a particulièrement attiré notre attention ces derniers jours. Il y a d'autres cas autour de ce général concernant des disparitions et des personnes qui ont été éliminées ou qui ont perdu la vie dans des circonstances étranges. Une mère mariée a disparu après avoir également été liée à d'autres décès et disparitions de scientifiques et de militaires ayant accès à des informations sensibles. Elle s'appelle Melissa, c'est Melissa Cassias, assistante administrative au laboratoire national de Los Alamos. Qu'est-ce qu'on sait d'elle et pourquoi est-elle aussi importante dans cette affaire? Allons dans les détails. Et bon, si tu viens d'arriver sur le direct, mets un like, partage, si tu aimes ces sujets, dis-le-moi parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais comme ici on parle d'actualité internationale, ça sort peut-être un peu du sujet, même si c'est lié, mais ça s'écarte un peu. Dans le sens où ce n'est pas si courant pour d'autres personnes. Maintenant, cette dame est ici sur une caméra de sécurité. Il s'agit de l'une des photos d'une des caméras de sécurité qu'il a capturée en train de marcher seule, sans téléphone ni rien. L'affaire attire l'attention dans laquelle, selon les rapports, elle aurait disparu en juillet 2025. Elle est sortie de chez elle, elle n'avait pas de clé, pas de portefeuille, rien du tout. Cette personne avait une autorisation de sécurité pour accéder aux installations liées à la technologie et à la défense des États-Unis. Son cas pourrait être lié à 3 autres personnes ayant accès à des informations classifiées, ainsi qu'à une personne qui a déjà perdu la vie et une autre qui est portée disparue. Parmi eux se trouve également le général à la retraite disparu, McCasland, lié au programme spatial et à la technologie militaire. Ce que l'on sait maintenant aussi. Monica Rez. Monica Reza, une scientifique de la NASA, est donc une autre des personnes disparues. Un sujet dont je vous parlais récemment à propos de Monica Reza, qui était, disons, proche du général en fait, il était vraiment son supérieur hiérarchique. Donc il y a plusieurs disparitions, pas une seule. Et ce député, Tim Burch, affirme qu'il est inquiet parce qu'il y a déjà plusieurs personnes concernées. Non, ici nous ne parlons que d'un seul cas, où les 4 seraient liés aux 4 personnes. Comment les 4 personnes peuvent-elles disparaître de façon étrange ou simplement perdre la vie? Comme ça? Rien de plus, sans circonstances vraiment étranges. La principale préoccupation est qu'il s'agisse peut-être d'espionnage pour obtenir des informations sensibles. Les autorités n'ont pas encore confirmé si les cas sont liés, mais déjà les gens commencent à se demander « qu'est-ce qui se passe ici? Non. Qu'est-ce qui se passe avec le cas de Melissa? Qu'est-ce qui se passe avec le cas de Monique? Qu'est-ce qui se passe avec ce même McCasland, n'est-ce pas? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça? C'est bien, non, ça ne se résout pas, en fait, on ne veut pratiquement pas parler du sujet. On connaît désormais plusieurs points sur l'affaire du général et du lieutenant général. Par exemple, il a été associé à la base aérienne Wright-Patterson de l'US Air Force. Mais il y a aussi là-bas le projet Blue Book, un sujet qui, est une information supplémentaire. Ce n'est pas dans ces zones, dans cet appartement, dans ce même bâtiment ou ces bâtiments, c'est comme une sorte de base. C'est là que s'est développé le projet Blue Book, qui était essentiellement une recherche sur le phénomène OVNI. Nombreux sont ceux qui croient que des technologies non publiques y sont gardées. ¿Desapareció? Il a disparu après avoir fait une série de, marches qu'il avait l'habitude de faire et pour lesquelles il avait de l'expérience depuis des années. Pour l'instant, dans le cas de ce général, il reste porté disparu, on n'a jamais retrouvé de traces de lui.
En fait, on ne sait tout simplement pas où il est. Voilà. Le fait est que, eh bien, en plus du général, la docteure aussi disparaît. Et tout cela, eh bien, ça suscite ou attire l'attention, en pensant que cela pourrait être une affaire qui va au-delà de ce qu'on a voulu dire. Merci. Il y a plusieurs théories qui circulent, auxquelles on parle d'un possible accident qui se serait perdu dans le désert. Certains avancent qu'il aurait voulu se suicider, qu'il se serait donné la mort parce qu'il avait emporté un pistolet et n'avait pas pris son téléphone. D'autres parlent d'une disparition volontaire, c'est-à-dire qu'il se cache de son plein gré pour une raison quelconque, hein. Eh bien là on parle de choses encore plus étranges. Certains disent de même qu'il serait parti dans un autre pays à cause des informations qu'il pourrait détenir. Et encore plus étrange. Bon, si tu veux aller à un autre niveau, certains disent de même que ce sont les gouvernements eux-mêmes qui l'auraient fait disparaître tout simplement. Pareil, beaucoup de théories ont émergé, surtout en pensant que c'est un cas qui montre aussi qu'il y a une docteure, la docteure en question. Monica. Non, celle-ci, c'est celle qui est ici. Mélie, c'est Mélisa Casillas. Voilà l'image, c'est elle. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était sur cette image. On n'y va pas. C'est comme ça, c'est la dernière image depuis juin 2025. Imaginez-vous, il y a un membre de la famille qui le cherche. Il y a des heures disons, on suppose qu'une enquête est en cours à ce sujet. Ce sont des personnes qui, eh bien, ne vont pas disparaître. Disparaître comme ça, tout simplement. N'est-ce pas ? Le député du Tennessee, Tim Burchett, a dit qu'il est inquiet parce qu'il sent que quelque chose se passe là-bas. Le politicien américain a tiré la sonnette d'alarme, assurant que ces cas pourraient être liés à l'enquête ufologique. Et surtout, le cas aussi de l'ingénieur, ingénieur aérospatial Monica Jacinto Reza, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Nous avons déjà entendu parler d'autres pays où, soudainement, des physiciens nucléaires, par exemple, ont été enlevés et des choses comme ça, et on soupçonne qu'ils sont emmenés ailleurs. N'est-ce pas ? Il y a une semaine, nous vous parlions aussi ici de la façon dont, à travers les réseaux, on a essayé de diffuser ce qui est arrivé à Monica. L'une c'est Monica, l'autre Mélissa. On évoque aussi certains cas encore non résolus. Moi, au moins, je n'ai pas pu vérifier s'ils ont des liens, donc je ne veux pas en parler, mais il y a 2 autres cas que, si jamais, je peux les trouver, de manière cohérente. Si elle travaillait dans ces laboratoires, cela ferait 2 cas de plus, mais ces personnes sont déjà décédées, non. Elle, curieusement, n'était pas non plus experte en randonnée, n'est-ce pas ? Ceci est une image qui a été retrouvée dans un podcast, ou plutôt dans un blog, n'est-ce pas ? Ceci est un blog écrit dans lequel ils ont commencé à rassembler les images de la docteure Monica. Dans ce cas, pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, n'est-ce pas ? Elle s'appelle Monica Jacinto Reza. Les détectives de Rincon et de Sanchez en Californie travaillent pour retrouver où se trouve cette personne. Non. Ils ne progressent pas à cause de nombreuses contradictions, mais jusqu'à présent, tout a été une impasse. L'affaire de Monica, l'affaire de Melissa, l'affaire du général McCasland, toutes pareilles, une affaire sans issue. Et tous liés au domaine de la défense, à la recherche et au laboratoire, donc du plus haut niveau. Même Melissa elle-même, qui est une assistante, mais c'est une assistante qui a l'autorisation d'entrer dans les zones, disons, sensibles. Pour la docteure, pas besoin d'en parler, et pour le général, c'était le chef. Donc ici, il y a quelque chose qui attire l'attention. Et il me semble, je pense qu'il faudra continuer à enquêter. Il y a aussi une enquête maintenant qui a mis en évidence des contradictions que les autorités n'ont pas encore voulu commenter. Par exemple, il y a de multiples incohérences dans les faits, dans ce qui a été enquêté dans le cas de Monica.
L'un des points les plus sensibles est que, pour les enquêteurs citoyens, cela s'avère décisif, parce qu'il y avait déjà des itinéraires et des délais dans lesquels, normalement, on parvient à secourir les personnes qui vont dans la forêt, et tout cela a été géré d'une manière très différente. On a également évoqué l'histoire d'un bonnet, qui, ne correspond pas non plus à la version générale de l'affaire. Les enquêtes soutiennent en plus qu'il y a eu un blocage d'informations au début envers les organisateurs de la recherche. Un autre point qui attire aussi l'attention, c'est qu'il y a un rapport selon lequel elle serait liée ou aurait un profil professionnel assez sensible, dans le domaine du renseignement, dans le domaine de la recherche, vers le domaine scientifique, militaire. Un autre point qui attire aussi l'attention, c'est que pour l'instant, dans son cas, l'affaire de Monica et Melissa est déjà passée. Cela fera bientôt 1 an et il n'y a toujours aucune piste, alors que ces personnes étaient censées avoir de nombreuses connexions. On suppose donc qu'il leur donnerait la priorité pour les retrouver le plus rapidement possible. Et absolument rien. Si ça ne déclenche pas d'alerte, je ne vois pas ce qui le ferait, non. C'est quand même curieux. La perception, du moins, c'est qu'il y a anguille sous roche ici, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que dit, Burchett lui-même, le député républicain. Dans ce cas, et surtout le général, car le général était essentiel. Il était essentiel, c'est-à-dire les informations, l'expérience qu'il avait. Très peu de personnes, vraiment très peu de personnes sur la planète pouvaient dire qu'elles savaient de l'intérieur et au plus haut niveau. Comment tout cela est-il géré? Tout ce qui concerne le domaine militaire, les nouvelles armes, les nouveaux matériaux. Et si tu veux aller plus loin, il y a ces soi-disant objets récupérés, même en mettant cela de côté. C'est quelque chose d'extraordinairement rare et qui est lié à toute cette cyberguerre que l'on vit actuellement. Ou plutôt une guerre hybride, parce qu'ici on parle d'une guerre hybride, une guerre qui n'est pas reconnue, mais qui est bien présente. De vols de scientifiques, de vols d'experts. Pas seulement aux États-Unis, cela arrive aussi ailleurs dans le monde. Qu'ils les recrutent ou les emmènent s'ils ont besoin d'eux. Ce sont donc des personnalités importantes, connues publiquement, et qui, vont se promener là-bas toutes seules. Évidemment, c'est un domaine d'opportunité pour certaines agences ou certains services de renseignement d'autres pays. Je veux dire, en pensant à cela, en pensant que cela pourrait venir de là, abordons d'autres sujets importants sur l'actualité mondiale. Ils continuent d'apporter des attaques depuis le centre, cette fois-ci. Ils assurent que ce qui restait de la flotte des Iraniens, qui n'était déjà plus que de petites vedettes militaires, aurait été détruit. Je ne sais pas si c'est toutes, ils ne parlent pas de pourcentage, mais voici ce qu'ils assurent. Voici le message du CE2 aujourd'hui. Pendant des décennies, les navires de la marine iranienne ont menacé et harcelé le transport maritime mondial dans les eaux du Golfe. Mais ces jours-ci continuent. Ils sont simplement terminés et donc, ils montrent ces images. Je pense que ce qui se passe aussi, c'est qu'ils veulent créer la perception au moins qu'il y a déjà plus de sécurité dans cette zone. La réalité, c'est que pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire ce que montrent les données des quartiers là-bas. Il y a à peu près 3000 et quelques bateaux qui se trouvent dans cette zone, entre cette zone-ci et celle de l'autre côté, qui n'osent pas traverser. C'est-à-dire qu'évidemment, non, il n'y a pas de passage pour le moment, donc il faut aussi en tenir compte. Au fait, un autre point qui attire aussi mon attention dans ce conflit armé, c'est qu'il y aurait une supposée attaque contre lui. Vers ce qui est le golfe d'Oman, nous allons vers là, vers cette zone, c'est cette région. D'après les rapports, il y aurait eu une attaque contre un navire des États-Unis. C'est du moins ce que disent les Iraniens, mais il est aussi difficile de les croire, car ils ont parfois tendance à exagérer.
En fait, parfois je ne crois aucun d'eux, et ce n'est pas soudain, il y a des tendances chez certains services de renseignement ou certains gouvernements à exagérer les choses. Et là, c'est un peu plus. Abraham Solfajari, qui était le porte-parole du Conseil militaire central du régime iranien. Tout ce poste, eh bien, il assure que l'opération a eu lieu à une distance considérable du port de Salalah. Eh bien, du moins, Washington ne l'a pas encore confirmé pour le moment. Non. Eh bien, je veux dire, ce serait un sujet énorme, non? Parce que frapper un navire, ou au moins lui causer des dégâts, ce serait déjà une nouvelle énorme. Maintenant, le navire logistique qui soutient l'armée des États-Unis aurait été attaqué par surprise à Salalah. Le porte-parole du commandement militaire a assuré dans un communiqué qu'il l'aurait en frappé. Dans cette zone, Israël aurait également détecté la première attaque de missiles depuis le Yémen, un sujet que nous avons déjà commenté lors d'une précédente émission. Comme cela a déjà été officialisé, non, Zaréa s'est déjà sorti pour dire qu'ils allaient en commencer à mener des attaques. Ils auraient lancé des missiles. Oui, il y a des images de... Il apparaît plus de drones, mais bon, c'est là que le système de défense israélien intervient et les abat, non? Mais il a au moins été confirmé que cette attaque est réelle. L'attaque évoquée par les Yéménites, même si elle n'a pas, selon certains, atteint ses objectifs, eux affirment les avoir atteints. Eh bien, c'est ce que je dis. Plus que les objectifs soient d'exploser les missiles en l'air. Je ne vois rien d'autre. D'après ce que l'on sait, c'est une partie de ce qui se passe actuellement. Oui, il a bien été signalé dans la ville d'Ispahan, et c'est ce que nous avons vu il y a un instant. Oui, des attaques ont été signalées, mais pas de la part des États-Unis, plutôt d'Israël. À Ispahan, il y a eu des attaques importantes, mais il n'y a pas eu non plus de réaction claire de la part des Iraniens eux-mêmes. Non, pour cela, il faudra attendre un peu plus de temps. Aussi, un autre point qui attire l'attention, c'est cette image, ceci. Les pêcheurs israéliens ont filmé l'arrivée d'un missile iranien dans l'IAT, mais il viendrait soi-disant d'Iran. Il faudrait attendre plus de détails. Mais regardez, là-bas, voilà, voyons si on peut voir, voyons. Là, voilà, il est tombé par là, sur une montagne. Les pêcheurs israéliens assurent que c'était un missile et probablement iranien. Cela en ce jour où il reste la journée. Eh bien, dernièrement, les attaques ont eu lieu dans cette zone. Regardez au moins, regardez, c'est ici, je m'éloigne un peu. Voici Israël, ici c'est l'Iran de ce côté, et ce qui s'est montré, c'est une attaque tout au sud, dans l'Iyat. Voilà, dans cette zone, ces personnes étaient en train de pêcher par ici et ont réussi à filmer cette attaque. Un autre sujet important survient en pleine période de tension, avec un risque d'escalade, car pour moi, c'est une escalade. Ils sont déjà là, ils sont là pratiquement tous les jours, donc cela aussi est important. Un autre sujet qu'il faut également partager ici. Ici, il est signalé qu'il y a une série d'alertes qui ont été émises, cela concernant le domaine nucléaire. Là, il y a déjà la nervosité que les attaques finissent par viser, tôt ou tard, une centrale ou une installation nucléaire. En raison des attaques récentes à la centrale nucléaire de Boucher, qui en a subi 3. Eh bien, je ne sais pas quelle est l'intention, mais évidemment, cela fait aussi partie importante de ce qui se passe dans le conflit. Un autre sujet également dans ce qui se passe, c'est qu'il demande de la modération, c'est-à-dire que l'ONU demande de la modération. Surtout pour ne pas risquer qu'une de ces attaques touche une centrale nucléaire ou une installation nucléaire. Et bon, cela serait évidemment terrible, n'est-ce pas? Les États-Unis ont aussi déjà déployé un dispositif évoqué il y a quelques jours. Est-ce que ce navire avec 3500 marines n'est-il pas enfin déployé? Il y en a un autre qui en compte plus de 1000, qui en théorie devrait aussi arriver bientôt, mais le déploiement est déjà en cours. Apparemment, les États-Unis ont déployé ce navire amphibie, l'US Stripoli. Ce sont des marines supplémentaires qui arrivent pratiquement un mois après le début du conflit, n'est-ce pas? Des marins américains à bord sont arrivés dans la zone relevant du commandement central. D'après les rapports, ils sont réellement arrivés hier, mais cela a été confirmé aujourd'hui. Le CEDCOM, où se trouve, l'organisation, du CEDCOM, qui est l'opération des États-Unis au Moyen-Orient. C'est là que se trouveraient ces soldats,
ou c'est là que ces 3500 marins arriveraient prendre pour recevoir les missions qu'ils pourraient avoir. Ils vont soi-disant en envoyer 1000 de plus et 10 000 autres sont déjà même envisagés. Et c'est un sujet qui n'est pas confirmé, alors attendons le prochain direct pour voir s'il y a plus de détails. Mais la rumeur circule que des lettres arrivent aux réservistes, et certains ici sont réservistes des États-Unis. Je sais qu'il y en a. Envoyez-nous un message pour confirmer si vous avez reçu une lettre. On dit qu'ils reçoivent, soi-disant, une lettre leur demandant de se préparer, car ils vont être appelés. Eh bien, ça aussi, ça pourrait arriver dans ce conflit. Donc soyez également attentifs à cet aspect-là, n'est-ce pas? Un énorme salut. Comment vas-tu, Liliana? Salutations aussi à Roble, à Jaïda et à tous les autres. Adilson, un énorme salut à tous ceux qui arrivent sur le direct, merci beaucoup. Dans un moment, nous serons sur un autre direct. Mais allons vers plus d'informations. Voyons aussi d'autres détails sur ce qui se passe dans le monde. Au fait, juste comme une chose curieuse. Aujourd'hui, il y a eu un séisme, il s'est produit dans cette zone au nord de l'Australie. Voyons si nous pouvons l'afficher à l'écran. Voilà, c'est un séisme important, ils avaient une petite de magnitude 6. Maintenant, ils rapportent qu'il est de 5,9. Voici l'Australie, de ce côté, voilà, c'est là que commence l'Australie. Oui, n'est-ce pas? Oui, regarde, voilà, là c'est l'Australie, là c'est le séisme, un séisme important. En fait, ce sont déjà des terres d'Indonésie, ce sont parmi les zones les plus actives de la planète. Il y a aussi eu un autre séisme, celui-ci aux Philippines, c'est ce séisme qui est ici. Si on peut le voir à l'écran, c'est un peu plus au nord, c'est là. Et donc un autre des séismes a eu lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un autre des forts qui était de magnitude 5,4 en Papouasie, une autre zone très sismique également. Mais rien de très grave, non. Les séismes n'ont pas causé de problème jusqu'à présent. Beaucoup d'entre eux sont profonds, donc cela aide aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de problèmes, n'est-ce pas? Dans ce sens, passons donc à d'autres sujets, d'autres thèmes importants. Passons à d'autres sujets. La garde révolutionnaire iranienne aurait menacé d'attaquer des universités au Moyen-Orient et en Israël. C'est un sujet qui attire beaucoup l'attention. Évidemment, cela a déclenché des alertes. Apparemment, une attaque aurait eu lieu hier et aurait frappé une université importante d'Iran. Je ne sais pas si cela s'est produit par erreur ou pour une autre raison, mais cela a touché cette université et a donc déclenché les alertes. Parce que s'il y a bien une chose qu'a faite l'Iran, c'est de répondre de manière supposément réciproque. Si on les frappe dans une raffinerie, ils attaquent une raffinerie. Si c'est dans une université, ils attaquent une université. C'est ce qu'ils affirment. Après un mois de ce conflit, la garde révolutionnaire affirme qu'il pourrait viser des universités en Israël ou aux États-Unis. Un sujet qui, évidemment, était en train de déclencher les alertes. La garde révolutionnaire a averti à l'aube du jour. Pour eux, c'est déjà dimanche, ils sont déjà le 29. Ils ont averti qu'ils visaient des universités israéliennes et américaines au Moyen-Orient comme cible militaire. Aux universités américaines qui se trouvent au Moyen-Orient. Il doit bien y avoir un type de campus ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, par là, et bon. Selon ce que rapporte la même agence iranienne, ASMIN, manifestement liée aux gardiens de la Révolution, a affirmé que toutes les universités des États-Unis, d'Israël et des États-Unis dans la région sont considérées comme des cibles légitimes. Après le supposé bombardement de l'Université des sciences et de la technologie de Téhéran, qui a eu lieu jeudi puis le vendredi, il me semble, ou vendredi presque, jeudi presque vendredi. L'Université technologique d'Ispahan a aussi été touchée, attirant l'attention puisque 2 universités ont été frappées à quelques heures d'écart. La garde révolutionnaire a aussi averti professeurs, étudiants et résidents proches des universités américaines au Moyen-Orient qu'ils maintiennent une distance minimale d'1 kilomètre des établissements, parce qu'il pourrait y avoir des attaques. Faites attention à ce sujet, celui qui est resté très silencieux et qu'on n'a presque pas vu, mais qui continue d'opérer et qui est bien en contact avec les États-Unis. C'est Reza Pahlavi, vous vous souvenez de Reza Pahlavi, n'est-ce pas ? Le fils du prince, enfin le fils du Shah, et lui, c'est le fils de
ou on l'appelle aussi le prince héritier. Il a appelé à ne pas négocier avec le régime. Ce qu'il demande à Trump, c'est de ne pas négocier. Il dit qu'ils ne seront jamais des partenaires honnêtes ou authentiques pour la paix. Lors de son intervention à la conférence d'action politique conservatrice, la CEPAC, au Texas, l'ancien prince héritier a affirmé que seul un changement total représenterait une option viable pour le pays perse. Et ce que l'on sait, c'est qu'il a été en contact, appelant Washington à poursuivre le conflit. Oui, donc, il faut aussi en tenir compte, car c'est effectivement une partie importante de ce qui se passe. Passons à d'autres sujets intéressants. Rappelez-vous qu'il y a la marche de No Kings. C'est la 3e journée de protestation du mouvement No King. Nous en parlerons avec des images lors de la prochaine émission. Mais oui, il y a ce sujet, donc, restez attentifs à cette affaire, nous allons en parler. Qu'est-ce qui se passe avec ces manifestations et à quel point elles ont été, remplies et tout ça, non? C'est un sujet qui, a aussi attiré l'attention. Au fait, ce porte-avions, l'USS Nimitz, est arrivé dans les eaux du Panama après avoir parcouru plusieurs pays proches d'Amérique latine. Le porte-avions, un navire à propulsion nucléaire, est le véhicule à son bord. De ce type, le plus ancien que possèdent les États-Unis, est arrivé ce week-end, aujourd'hui, dans les eaux panaméennes. Ceci dans le cadre d'une tournée en Amérique latine. Il va rester ici encore un moment, donc, cela attire aussi l'attention. C'est un porte-avions de 1990, 175, et, il était là, n'est-ce pas, 87 000 tonnes. De pur rock, pas de pur sujet, pas de rock, mais oui d'armes, pas celui-ci. Au fait, en parlant d'armes, on réfléchit déjà à quelle sera la prochaine phase du détroit d'Ormuz. On n'a même pas réussi à diminuer un peu le problème d'Ormuz. Et Donald Trump pense déjà à donner son nom au détroit, le détroit de Trump. Le président des États-Unis a appelé vendredi soir le détroit de Trump. C'était hier au détroit d'Ormuz, la zone contrôlée par l'Iran, par où passe 1/5 du pétrole mondial. Et il a comparé cela au changement de nom du golfe du Mexique. Ou comme s'il disait qu'ils allaient mettre leur nom parce que, lui, il va le contrôler, il ne le contrôle pas pour l'instant, et il n'y a toujours aucun signe qu'il va le faire. Nous verrons. Nous verrons si ce mouvement militaire va avoir lieu ou non, mais c'est pratiquement la seule façon. En attendant, en ce moment, le prix est 55% plus élevé qu'avant. C'est un prix extrêmement élevé. Le prix n'a pas énormément augmenté. Le Brent européen, par exemple, est en hausse de 55%. Il est proche des $110, $120 à peu près. Déjà. Le West Texas aussi, il a tourné autour des $100. Le West Texas était à $48. Avant que tout cela ne commence, en ce moment, il est à 100. Donc oui, c'est aussi vraiment énorme. Le gaz aussi est devenu plus cher, il a augmenté de 70% jusqu'à 54 € par mégawattheure. C'est ce que cela coûte aux Européens, 70% plus cher. Donc évidemment, comment les Européens voudraient-ils participer à ce conflit ? Si cela ne leur a apporté que des ennuis, et en plus, sans même les consulter sur la façon dont ils pourraient en participer, rien du tout. Simplement, voilà maintenant, comment les marchés ont-ils clôturé vendredi ? Rappelez-vous l'IBEX, ou l'IBEX, non ? En fait, il a reculé de 8% à Francfort, 11% à Paris, 10% à Londres, 8% à Milan, 8%, c'est-à-dire l'Asie, n'en parlons même pas, l'Asie, tout simplement. En commençant par la Corée. La Corée a chuté de 12% sur sa bourse, presque 13, 12,9%. Tokyo, le Japon chute de 9%, Hong Kong chute d'1%. Ce sont vraiment des chutes énormes. Aux États-Unis, si l'on compte le Nasdaq, c'est-à-dire les technologies, il a chuté de 16%, le Dow Jones de 7%, le S&P 500 encore 7%, presque 8%. Donc oui, il y a une méfiance. Les investisseurs gardent donc cet argent supplémentaire, ou l'investissement, disons, en dollars, même s'ils y perdent, parce qu'ils craignent que les prix ne baissent encore plus. Non, sinon ils seraient déjà revenus et tout serait équilibré. Rien ne s'équilibre sans confiance et il n'y en aura pas tant que le détroit du monde ne sera pas ouvert et sûr. Cela manque encore.
Passons donc à d'autres sujets. Une très grande salutation à la communauté qui vient d'arriver. Gabriel, comment vas-tu? David Pérez, à tous ceux qui arrivent, écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ici, chaque jour, nous partageons l'actualité mondiale. Eh bien, allons-y, passons aux commentaires. Comment allez-vous, Élisée, David, Gabriel? Merci à toute la communauté de nous accompagner. Doris, bonsoir, quoi de neuf? Il dit, ils sont en train de discuter là-bas, il dit, c'est normal, peu de gens ont une cible plus grande en Iran. Qu'ils les acceptent. Étudier la physique, il dit. Comment vas-tu, Gabriel? Salutations, il dit. Il dit, Élisée, il y a... Oui, bon, à toute la communauté, un grand merci. Roble, comment vas-tu? Liliana. Toute la communauté, bonjour. Adilson, Nico, comment ça va? Comment as-tu été? Salutations à toute la communauté qui regarde depuis l'Espagne. À Panterita, à toute la communauté. Bon, regardez, je reviens tout à l'heure, nous reviendrons tout à l'heure. En fait, la prochaine, c'est déjà la transmission Astrio. Elle est presque prête, donc allons-y. On se revoit ici bientôt pour discuter de tout ce qui se passe. Je voulais absolument vous parler, surtout de ce cas du général Macasland, parce que c'est vraiment fou, non? Bon, je vais y aller, on revient, donc, je ne vais même pas dire au revoir, on se revoit dans un petit moment, c'est mieux. À plus tard, je vous ai déjà dit au revoir, les gars, je ne voulais pas dire au revoir, bon, on se voit dans une minute, à plus tard.